Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci. Moi aussi, je suis très contente d'être ici et de participer à un tel débat. Ça me paraît assez intéressant comme démarche. Et une fois de plus, la recherche fondamentale, à mon avis, a une place particulière. Mais c'est vrai qu'à l'ANRS, on a la possibilité de faire de la recherche fondamentale très liée à la recherche clinique. Et en l'occurrence, tout ce qu'on a fait sur les réservoirs nous le démontre. Donc aujourd'hui, la question qui m'est posée est de savoir comment la question des réservoirs peut participer dans le débat de la lutte contre l'épidémie. Je crois qu'il faut revenir sur des résultats et des analyses maintenant bien connus et des éléments qui sont, à mon avis, indispensables, y compris à M. Garrett, pour la suite de ces modèles. En fait, pourquoi de nouveaux médicaments nous sont nécessaires? Eh bien, c'est à cause des réservoirs qui représentent un obstacle majeur. La première chose est que c'est vrai que nous sommes tous totalement enthousiastes de tout ce que nous avons vécu ces dernières années avec la progression de l'extension des médicaments dans les différents pays touchés par l'épidémie et l'amélioration de la mortalité dans la majorité des cas grâce aux premières vagues de traitement, aux deuxièmes vagues plus efficaces encore. Mais ce que nous voyons sur cette diapositive, c'est que, en définitive, y compris dans les pays à ressources élevées, comme le Danemark, comme le présente cette étude de cohorte, eh bien, même avec les traitements les meilleurs, nous n'avons pas rejoint la durée de vie de la population contrôle et nous n'y arriverons pas avec les médicaments actuels, et ce pour de multiples raisons, sans parler des toxicités médicamenteuses. À l'évidence, même ces traitements qui doivent être pris à vie ne réduiront pas, ne peuvent pas conduire les patients à la guérison. Alors pourquoi ? Eh bien pourquoi ? C'est à cause de ce métabolisme très particulier du VIH qui induit une infection latente, nichée, cachée, extrêmement opaque et surtout totalement inaccessible aux médicaments. Sur cette diapositive est représenté le cycle viral habituel avec ce cycle qui représente ici le virus, qui rentre dans une cellule avec son noyau et le cycle produit un ARN qui va se transformer en ADN. Et voilà, la clé des réservoirs est présente ici. Ces cellules intègrent le génome viral à l'intérieur de la chromatine et là s'établit une infection latente. Évidemment, cette cellule, quand elle va être activée, va produire du virus et les antirétroviraux vont bloquer différentes étapes de ce cycle cellule-virus, production, et on ne va plus avoir de cellules productrices dans le sang circulant. Malheureusement, donc les antirétroviraux bloquent très bien la réplication virale, permettent d'empêcher la continuité de la destruction des cellules CD4. Cependant, en aucun cas, ils n'atteignent ces cellules qui sont à l'état de dormance et qui contiennent ce génome, sont ces cellules réservoirs. Alors cet état de latence virale fait l'objet de très nombreuses recherches et c'est vrai qu'on atteint des domaines de la biologie moléculaire relativement compliqués. Les gènes, là, ici, est représenté de façon très, très schématique la latence. En rouge, le génome du virus intégré dans la chromatine. Donc, le chromatine est accessible, le gène est là. Cependant, le virus intégré fait une hétérochromatine totalement inaccessible, avec un environnement des gènes viraux qui vont être complètement bloqués dans leur expression et bloqués, en l'occurrence, dans la transcription conduisant à la production. De fait, cette construction
complexe autour de l'insertion du génome viral dans la chromatine fait l'objet de très grand nombre de recherches pour débloquer un certain nombre de ces gènes. Évidemment, un certain nombre de protéines cellulaires sont induites, activées et stimulées par les protéines virales pour bloquer cette transcription de façon que cette latence se maintienne définitivement dans ces cellules. Alors ces cellules, quelles sont-elles ? Ces cellules sont les cellules lymphocytaires, c'est les cellules CD4, et en fait, non seulement l'infection est bien bloquée par le système viral, mais en plus ces cellules ont des capacités prolifératives quand elles ont intégré le génome viral assez intéressantes puisque ça maintient le stock de cellules infectées. Et puis elles ont elles-mêmes des propriétés extrêmement intéressantes puisque, par définition, ce sont les cellules du système immunitaire, elles en ont les fonctions. Donc il faut qu'elles durent longtemps, qu'elles gardent la mémoire immunitaire et de fait, elles sont protégées elles-mêmes par le système immunitaire. Le système immunitaire ne peut pas les reconnaître. Encore une fois, cette infection est totalement latente et la cellule est inaccessible, complètement inaccessible au système immunitaire. Donc, une infection extrêmement stable dans le temps. Ce qui surprend toujours, c'est le faible niveau d'infection de l'ensemble de l'organisme, même si il est évident que c'est une infection très dynamique. Ces lymphocytes circulent, du réservoir, il y en a partout. Il y en a beaucoup dans le tube digestif, il y en a beaucoup dans le tractus génital, il y en a un petit peu dans le système nerveux central. La question de ces réservoirs anatomiques est complexe dans la mesure où l'obstacle de ces sanctuaires, notamment, est le fait que les médicaments y passent mal. Donc, au total, on se retrouve avec des antirétroviraux qui font un job assez intéressant, bien sûr, bloquent la réplication virale, mais en aucun cas ne font diminuer suffisamment les cellules réservoirs pour éradiquer l'infection, même à très long terme. Donc, on est dans cette situation où il est nécessaire pour les patients de prendre un traitement à vie. Au total, quelles sont les stratégies qui sont développées actuellement en matière de recherche de nouveaux traitements ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Récemment, l'arrivée de nouvelles molécules telles que le ratiogravir, les anti-intégrases, ont fait espérer que l'intensification des traitements par ce type de molécules pouvait améliorer la diminution de ces cellules réservoirs. Encore une fois, elles sont là, elles se sont établies dès le début de l'infection, rien n'y fait, rien n'y touche. Peut-être améliorer la diffusion des médicaments dans les tissus profonds. On est face aussi à de la réplication résiduelle continue qui doit aussi, elle, entretenir le niveau des réservoirs. Bien sûr, l'articulation avec les chercheurs en immunologie est de bien comprendre non seulement les mécanismes nécessaires pour le vaccin, mais ceux nécessaires pour augmenter des réponses immunes spécifiques. Là aussi, on aimerait bien pouvoir au moins tuer rapidement ces cellules qui produisent et qui expriment le virus, mais le système sait relativement le faire. Alors, on a aussi la question des immunomodulateurs qui est posée par certains auteurs. Et je dirais qu'il y a deux choses un petit peu plus positives, deux mécanismes un petit peu plus positifs et deux espoirs qui nous font pas mal travailler. Bien sûr, tous les groupes qui travaillent sur le déblocage de la latence, et puis les traitements par ART intenses et précoces, et bien sûr, encore une fois, la combinaison de différentes stratégies. Alors, un résultat qui nous a un petit peu déçus ces derniers temps, c'est l'échec des traitements intensification. Il est possible que d'autres stratégies doivent être envisagées pour utiliser ces traitements intenses, plus longs, plus tôt, sur des designs chez des patients un petit peu différents. Je crois que la question n'est pas complètement réglée. Au moins, dans les discussions à Vienne, on était tous d'accord, le petit club du réservoir, on était tous d'accord pour dire qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur l'intensification. Alors, la stratégie qui fait un peu l'unanimité, c'est, comment va-t-on atteindre ces cellules dormantes qui ont ce génome bien protégé et bien bloqué, et donc beaucoup de médicaments sont en train d'être testés in vitro pour activer ce provirus, faire exprimer cette cellule productrice, certes, mais on va empêcher l'infection de nouvelles cellules. Donc la théorie shock and kill,
on choque le provirus et on tue la cellule en production, et comme ça, on nettoierait toute l'infection de l'organisme, encore une fois, à condition d'aller au plus profond des tissus. On a le rêve d'activer les gènes. Ils sont actuellement, enfin, l'hétérochromatine est bloquée, et donc les gènes sont off. Et on a le rêve de les activer pour les mettre on et effectivement trouver les mécanismes qui pourraient débloquer ces gènes à VIH et faire produire cette cellule. Alors, les molécules qui activent les gènes on, in vitro, elles existent in vitro. Le problème est que la majorité des manips sont faites in vitro, sont relativement difficilement reproduites in vivo, et on a vu des échecs, notamment avec des molécules telles que la prostratine. L'effet d'activation qu'on avait eu in vitro dans des conditions assez artificielles ne peut pas être reproduit, n'a pas été reproduit chez l'homme. On a beaucoup d'équipes qui travaillent sur les inhibiteurs d'histone déacétylase. Il y en a pas mal en développement clinique, notamment dans le cadre du cancer. On a aussi la firme Merck qui nous suit un petit peu dans cette question du réservoir et qui a notamment des choses en cours concernant les traitements des lymphomes T. Donc on est une fois de plus en parallèle à la recherche sur le cancer. On a aussi les classes d'inhibiteurs de méthylation qui sont éventuellement possibles d'être essayées au moins en phase 1-2. Et puis la combinaison, tout ça en combinaison avec des puissantes thérapeutiques antirétrovirales. Alors la question finalement maintenant, est-elle uniquement la question de l'éradication ? L'éradication, ce serait éliminer toutes les cellules infectées. Il faut absolument continuer à travailler là-dessus, activer les cellules, les détruire, cibler le provirus, on est d'accord. Pour le moment, que de in vitro, rien en traitement actuel. Le deuxième modèle qui nous intéresse beaucoup est le modèle de la rémission, un peu comme dans le cancer. On pourrait vivre avec le VIH en maintenant le VIH à un taux extrêmement bas, et notamment un taux de réservoir extrêmement bas. On a le modèle naturel que l'on observe chez les patients HIV-contrôleurs, infectés depuis très longues années et qui tolèrent très facilement ce taux de virus relativement bas, qui le contrôle virologiquement, donc un système immunitaire compétent. Et donc l'idée serait de voir si on peut induire un système de rémission avec les traitements actuels, en rendant l'infection non évolutive, en réduisant les réservoirs au maximum avec les traitements qui sont à notre disposition actuellement, de façon à préserver le système immunitaire. Et nous venons de publier un exemple de ce type de rémission avec l'exemple de patients traités très précocement au moment de la primo-infection, traités très longtemps et à l'arrêt des traitements, pas de rebond. Et pour certains patients, on a des patients qui ont plus de 12 ans d'arrêt, c'est relativement long, et ça fait quand même, tant pour les patients qu'au point de vue toxicité, vraiment des thérapeutiques interrompues de façon tout à fait efficace. Ils tiennent leur contrôle virologique à long terme. Ils n'ont pas de fond génétique particulier. Et la question qui nous est toujours posée, pourquoi ces patients sont rares ? Eh bien, c'est simple, c'est parce que plus personne n'interrompt les traitements, plus personne n'ose le faire, ça n'est plus dans les recommandations. Donc, je pense que c'est une proof of concept. La rémission peut être obtenue, il faut aussi réfléchir, il n'y a pas que l'éradication. Donc, en conclusion, je crois que du fait des réservoirs inaccessibles au traitement actuel, les traitements par ART deviennent nécessaires à vie, ce qui représente une contrainte évidemment majeure. Bien sûr, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, ça représente des coûts énormes, sans parler du coût des deuxièmes lignes et des troisièmes lignes dans les pays du Sud. Donc pour moi, la mobilisation de la recherche fondamentale, plus que jamais nécessaire pour trouver de nouvelles stratégies qui cibleraient les réservoirs et induiraient évidemment des médicaments actifs et nécessaires uniquement à court terme. Voilà, je vous remercie.